Je suis Mohammed Ben Salman, plus connu sous l'acronyme MBS. J'ai 34 ans. Prince héritier d'Arabie Saoudite, je suis accusé d'avoir fait assassiner un journaliste, kidnapper un dirigeant étranger. Je mène une guerre sanglante au Yémen, réprime toute opposition. On me considère impulsif, imprévisible. Je suis pourtant reçu avec tous les honneurs. Mon royaume possède d'immenses réserves pétrolières et pèse sur l'économie mondiale. Je détiens les principaux lieux saints de l'islam. Je suis le premier client des industries d'armement occidentales. Je suis un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Je mène des réformes qui pourraient transformer mon pays et vous enrichir. Je suis incontournable. Je suis votre allié. Mais pour vous, cela a un prix. Qu'a-t-il en tête, Mohammed Ben Salman? Où va-t-il? Il pourrait, à la mort de son père, régner sur l'Arabie Saoudite pendant plusieurs décennies et devenir une figure familière de notre monde. Son avenir est un peu le nôtre. Comme chaque année, dans le désert, a lieu le traditionnel festival du chameau. Au prétexte de célébrer l'histoire du pays, l'événement rappelle à tous, saoudiens comme étrangers, à qui appartient l'Arabie Saoudite. Le seul pays au monde à porter le nom d'une famille. Son nom à lui, Mohammed Ben Salman Al Saoud. Son grand-père a fondé l'Arabie Saoudite en 1932. Son père en est le roi depuis 2015. Sa famille doit son pouvoir à l'écrasement des tribus d'Arabie, au nom d'une conception intégriste de l'islam, le wahhabisme. Puis, la découverte de l'or noir a offert aux Saouds la richesse, ainsi qu'une assurance vie, la protection de l'Amérique, depuis un pacte avec le président Roosevelt, pétrole contre sécurité. Les descendants du fondateur, plusieurs centaines de princes reconnaissables à la bordure dorée de leur tunique, règnent sans partage sur 34 millions de sujets. MBS est né et a grandi dans ce monde à part. Il voit le jour dans un palais de Riyad, la capitale, en 1985. Son père, Salman, l'un des 53 fils d'Ibn Saoud, est gouverneur de la ville. Sa mère, dont voici l'unique photo, est la troisième épouse et sa favorite. Fils préféré, son enfance se déroule dans l'ombre de son père. Dans un univers de traditions et d'interdits, où la musique, le cinéma, la mixité sont officiellement bannis. Mais en privé, un prince bien né échappe à ses contraintes.
Peu de gens connaissent aussi bien les arcanes de ce monde secret que cet universitaire américain, Bernard Haeckel, grand spécialiste de l'islam. Il a fait connaissance de MBS par le biais de ses frères qu'il a eus pour élèves à Princeton. Il vivait dans des palaces, voyageait en jet privé, passait du temps en Europe. Sa famille avait des maisons à Marbella, au Maroc. Il avait toutes sortes de précepteurs. Tout ce qu'il désirait, il pouvait l'obtenir. Il était entouré de flatteurs, de gens qui le trouvaient toujours formidable. Imposer de la discipline dans cet univers n'a pas dû être simple. Turbulent, bagarreur, MBS en impose à son entourage. Il préfère souvent s'amuser avec ses gardes du corps plutôt que d'écouter ses précepteurs. Son fort caractère n'est sans doute pas pour déplaire à son père. Adolescent, il fait à ses côtés sa première apparition médiatique dans les locaux d'une télévision saoudienne à Londres. Déjà, il semble attiré par les caméras, désireux de sortir de l'ombre. Il a 16 ans quand un événement bouleverse le cours tranquille de la vie des Saouds. Les attentats organisés par le rejeton d'une grande famille du royaume, Ben Laden, et exécutés par 15 Saoudiens au nom de l'islam wahhabite que le pays nourrit et exporte. La relation avec le parrain américain, si essentielle au pouvoir de sa famille, vacille. Au début, la famille royale était dans le déni. Puis, à partir de 2003, Al-Qaïda s'est attaqué à l'Arabie saoudite. Ça a été un électrochoc pour les Saouds. Mohammed Ben Salman a commencé à s'intéresser à la politique précisément à cette époque de transition, quand il est devenu clair que l'islam politique menaçait la survie du régime et devait être écrasé. La famille Saoud, dès lors, traque Al-Qaïda, mais continue de vivre comme si de rien n'était, incapable de remettre son système en cause. En 2013, à 28 ans, MBS accompagne son père à un sommet de la Conférence islamique mondiale, financé en grande partie par le royaume. Son père est devenu prince héritier, successeur désigné du roi Abdallah. Toujours dans son sillage, MBS est promu conseiller. Beaucoup de princes étaient plutôt formés à l'étranger, avec des cursus dans des grandes universités britanniques ou américaines, souvent. Lui, d'une certaine manière, est un peu une exception dans sa génération. Lui, il a été formé à l'ancienne. Il a étudié à l'université de Riyad et sa pratique du politique, il l'a acquise en accompagnant son père, ce qui lui a aussi probablement permis d'acquérir la confiance de son père. Son ascension est inhabituelle, dans un régime où, pour faire carrière, l'ancienneté prime. Il y a plusieurs façons d'essayer de comprendre pourquoi Salman a choisi son jeune fils. Ce jeune prince lui rappelait peut-être sa propre jeunesse, sa vitalité. Bien sûr, c'est classique dans la culture arabe, un vieux père qui consacre trop d'amour et d'attention à son jeune garçon. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة. C'est le début d'une ascension fulgurante. Deux ans plus tard, en 2015, son père succède sur le trône au roi Abdallah. À 85 ans, en mauvaise santé, sa première décision est de désigner un prince héritier. Chez les Saouds,
le pouvoir ne se transmet pas de père en fils, mais entre descendants du fondateur. Le roi Salman désigne l'influent Mohammed Ben Nayef, dit MBN, 56 ans, ministre de l'Intérieur de longue date, diplômé d'une université américaine. C'était lui que tout le monde voyait devenir prochain roi d'Arabie Saoudite. Tout le monde pensait qu'il faisait d'une certaine manière l'unanimité. BN, il a beaucoup d'appuis, il a des appuis à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, où il est très bien vu. Salman a toutefois ménagé une surprise. À 30 ans seulement, son fils est nommé au poste stratégique de ministre de la Défense et de ministre de l'Économie. Cette nomination d'un quasi-inconnu intrigue, bien au-delà des palais royaux. Deux pays, les États-Unis et la France, surveillent de près les coulisses du pouvoir. Merci beaucoup. Sur place, ils ont chacun leurs hommes, au style bien différent. Le très policé ambassadeur français Bertrand Besancenot, présent depuis 2007 à Riyad et familier de la famille régnante. Il représente les intérêts de la France, dont l'industrie d'armement dépend des commandes du royaume. Et le New-Yorkais Joseph Westphal, nouvel ambassadeur des États-Unis. La puissance de tutelle à Riyad. J'étais nouveau ici, donc j'ai demandé qui est-ce. J'ai fait ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai tapé son nom sur Google pour essayer de comprendre. Puis je lui ai demandé un rendez-vous. C'est un grand garçon portant beau, qui est visiblement intelligent, et quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie de montrer qu'il a quelque chose à apporter. Il m'a fait l'impression de quelqu'un de très patriote, qui aimait son pays, voulait le faire avancer. Le prince est très jeune, il n'a pas d'expérience gouvernementale, donc effectivement, il y avait ce point d'interrogation qui était partagé. Je mentirais en disant que j'avais prévu qu'il aurait effectivement les fonctions qu'il a occupées ensuite. Dans le secret des palais, pour la famille royale, sa jeunesse est un atout et non un handicap. Car les temps sont périlleux pour l'avenir des Saouds. Le nouveau ministre, accompagné de ses enfants, vient assister à une réunion de famille chez son oncle. Cette génération vieillissante et richissime se sait à bout de souffle, déconnectée du pays réel. La moitié des 34 millions d'habitants du royaume a moins de 25 ans. Souvent désœuvrés, ils étouffent sous le poids des interdits, dans la patrie du wahhabisme. Les Saouds redoutent qu'ils finissent par se révolter. Lors de la visite d'un porte-avions américain au large des côtes, le jeune ministre se confie à l'ambassadeur. Au cours de notre longue conversation, j'ai compris que l'Arabie saoudite allait vers un désastre. Une jeunesse trop nombreuse, très connectée, avec de grandes attentes.
Les Saouds sont tétanisés par les printemps arabes qui, 4 ans plus tôt, ont vu des peuples se soulever contre leur dictateur. Régulièrement se produisent des mouvements de protestation vite matés. Des féministes réclament des libertés élémentaires comme celle de conduire ou l'abolition de la police des mœurs. Il comprenait le dilemme dans lequel se trouvait son pays. Il m'a parlé d'ouvrir des cinémas, d'autoriser la musique, l'art, la culture. Il était favorable à une ouverture au monde. Toutefois, il n'était pas naïf au point de croire qu'il lui suffisait de claquer des doigts pour que cela se produise. C'est un pays conservateur. Il avait conscience des enjeux politiques. Le prince sait bien que s'il veut un jour transformer son pays, il doit commencer par s'imposer. À cette fin, il s'entoure d'une nouvelle génération de conseillers entièrement dévoués. Ali Chiabi appartient à l'élite saoudienne formée à l'étranger. Diplômé de Harvard, banquier, il quitte tout pour se mettre au service de MBS. Il faut un leader fort pour créer le changement. Un faible n'arrivera à rien. Le problème de l'Arabie saoudite, c'est que nous avons certes vécu sans drame au cours des 30 dernières années, mais rien ne s'est passé. J'ai vu en lui des qualités particulières, de la force, de l'audace. On en avait bien besoin. Et en effet, aux portes de son royaume, des événements lui donnent l'occasion de faire ses preuves en se confrontant aux ennemis du pays. En mars 2015, au Yémen, pays pauvre au sud de l'Arabie saoudite, une rébellion conquiert la capitale, Sanaa. Les Houthis sont soutenus par l'ennemi juré, l'Iran. Le régime des Mollahs veut depuis toujours la chute des Saouds, accusés d'être des pions de l'Amérique et les défenseurs d'un islam impur. Les Saouds se sentent assiégés par l'Iran, dont la présence ne cesse de s'étendre, en Irak, en Syrie, au Liban et maintenant au Yémen. Deux mois après son entrée en fonction, le jeune ministre de la Défense ordonne à son armée d'entrer en guerre. Il lance une campagne de bombardement aérien, sans même en avertir son allié américain. Les gens disent « il est jeune, impulsif, il est entré en guerre ». C'est faux. Le prince Mohammed n'a pas voulu téléphoner à la Maison-Blanche parce que les Américains nous disaient tout le temps « vous voulez combattre l'Iran jusqu'au dernier Américain ». Il nous a dit « allons-y nous-mêmes ». Et il est entré en guerre. Il était inacceptable qu'un allié de l'Iran contrôle le Yémen. MBS peut se montrer confiant. Certes, le royaume mène une guerre pour la première fois de son histoire. Mais il dispose du 4e budget militaire de la planète et du soutien de son allié émirati. Un chef plus aguerri saurait pourtant que vaincre une guérilla est toujours incertain. Nous avons parlé du Yémen, aussi bien sur WhatsApp qu'en tête-à-tête. Au départ, il pensait gagner la guerre rapidement. Moi, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas gagner militairement face aux Houthis.
J'ai suggéré d'autres méthodes, négocier, utiliser certaines factions. Il écoute. Je suis sûr de ne pas être le seul à lui tenir ce langage. Et sa réponse, c'est « Écoute ce que disent les Iraniens. Mort à l'Amérique, mort au Saoud. » Il compare l'ayatollah Khamenei à Hitler. Il voit l'Iran comme un État révolutionnaire qui ne vise qu'à détruire le régime saoudien. Si MBS n'écoute pas les appels à la prudence, c'est aussi parce que ce conflit lui offre une stature de chef de guerre. Une image nouvelle dans un pays jusqu'alors dirigé par de prudents vieillards. MBS a saisi l'opportunité de jouer sur la corde nationaliste. C'est quelque chose de nouveau pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite s'est toujours construite à partir de références beaucoup plus larges que la nation saoudienne. On se référait à l'islam. Aujourd'hui, on a l'impression qu'aussi le discours anti-iranien est l'occasion de construire l'Arabie saoudite en nation. Autour de sa personne, la guerre le rend populaire. Un clip vidéo diffusé largement sur YouTube imagine même la prise de Téhéran. De jeunes conseillers de MBS sont soupçonnés de l'avoir conçu. Dans le monde réel, son armée se trouve peu à peu embourbée dans un conflit sanglant, sans issue et ruineux. À partir de 2016, le pays devient même la cible de missiles Houthis. MBS se tourne alors vers ses alliés. Il a exigé qu'on fasse quelque chose. Il nous a réclamé plus d'aide pour battre les Houthis. Mais nous souhaitions une solution pacifique à ce conflit. Ses alliés sont sous la pression de leurs opinions publiques, choqués par l'utilisation d'armes occidentales dans un conflit qui engendre des millions de réfugiés, une famine et de sanglantes bavures. Nous avons pris une décision. Nous allons vous aider, mais pas avec des forces militaires. Vous aurez une aide technique pour protéger vos frontières. De même, s'agissant des munitions dont il a toujours plus besoin, il se heurte à une mauvaise volonté similaire de la part des Français. Les États-Unis, nous-mêmes, nous étions là aussi pour leur dire que tout ceci devait déboucher sur une solution négociée, c'est-à-dire une solution politique. Et MBS pique une mini-colère et dit non, mais s'il le faut, j'enverrai des Noirs combattre au Yémen. L'Occident a été très timoré. L'Amérique a veillé à ne pas s'impliquer offensivement. L'Arabie saoudite a acheté beaucoup d'armements aux Occidentaux. Et cela requiert des munitions, des pièces détachées. Si nous ne les obtenons pas, nous irons faire notre marché ailleurs. Il ne s'agit pas d'une aide occidentale. Ces armes ont été payées rubis sur l'ongle. MBS se sent lâché par ses plus proches alliés, et en premier lieu par l'Amérique. Barack Obama, dont le pays ne dépend plus du pétrole saoudien, se désengage du Moyen-Orient. Pire, lorsqu'il se rend à Riyad en 2016, c'est pour annoncer la signature d'un accord sur le nucléaire avec l'ennemi juré des Saouds. Nations have an interest in conflict with Iran.
Ils avaient le sentiment de ne pas avoir été consultés. Ils ont été surpris par ces négociations secrètes. Ils nous reprochaient d'aller trop loin avec un pays qu'ils considéraient comme ennemi. Si l'Arabie saoudite est ainsi traitée par son allié historique, c'est aussi parce qu'elle a mauvaise presse en Occident. And finally, true and lasting security also depends on governance that serves all its citizens and respects universal human rights. Hors caméra, se produit un incident révélateur. Le président s'est dit préoccupé par les peines infligées à certaines personnes pour un simple tweet. 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, 16 ans de prison. Il a cité tous ces cas. Le roi a apporté une réponse. Et puis, MBS s'est levé et a pris la parole, ce qui était contraire aux usages. Cinglant, le jeune ministre va jusqu'à proposer au président américain un cours de droit saoudien. C'est notre système, nous avons nos lois, nos juges. Ça a été un moment frappant. Peut-être que je surinterprète, mais ce qui était clair, c'est qu'entre lui et son père, le boss, du moins celui qui avait la capacité et le désir de faire front, c'était Mohammed Ben Salman. Au sein de l'administration américaine, certains s'alarment de son ascension. À leurs yeux, son coup de sang ne fait que confirmer sa réputation. Je couvre les services de renseignement et m'intéresse particulièrement à l'Arabie saoudite. Mes contacts à la CIA étaient très perturbés par MBS. Ils le jugeaient trop jeune, inexpérimenté, impulsif, avec une vision manichéenne du Moyen-Orient. En se fondant sur leurs sources au sein des palais royaux, ils le jugeaient même potentiellement instable. Ce portrait est tout l'inverse de l'expérimenté Mohammed Ben Nayef, le prince héritier en titre, plus que jamais favori des Américains. Les Américains ne peuvent pas décider qui dirigera l'Arabie saoudite. Mais en Arabie saoudite même, il y a une sorte de jeu, de compétition entre les princes pour être celui qui sera le plus proche des États-Unis. Ça compte au sein du pouvoir. Si la personne choisie peut développer une relation spéciale avec le président des États-Unis, cela lui permet de renforcer son pouvoir. 6 mois plus tard, tout change. MBS a la divine surprise de voir entrer à la Maison-Blanche un homme qui vilipende la politique iranienne d'Obama. Le prince n'a eu de cesse de convaincre son père d'être envoyé à Washington. Lui plutôt que MBN. En mars 2017, il parvient à ses fins. Alors conseiller de Donald Trump, Steve Bannon est notamment chargé du dossier saoudien. MBS était vice-prince héritier, pas prince héritier. J'ai trouvé ça surprenant. On le disait impulsif. C'était peut-être vrai, mais je me suis dit que la famille royale savait ce qu'elle faisait. Si elle l'envoyait lui, c'est qu'elle devait l'avoir choisi. Pour MBS, ce voyage à Washington fait figure d'examen de passage. Today we are facing a very serious danger in the region and in the world. Either when it comes to the hostile activities of the Iranian regime that is supporting the extremists and terrorists in the region and around the world. Ces 3-4 jours à Washington ont été très intenses.
Les réunions se sont succédées. J'ai vu quelqu'un de très bien préparé, bien briefé, qui savait de quoi il parlait. Le plus impressionnant, c'était son charisme et son dynamisme. Il peut séduire n'importe qui. Parmi tous les gens qu'il a rencontrés, beaucoup sont cyniques. Il les a pourtant séduits. Il sait exactement sur quel bouton appuyer, quel message faire passer pour charmer quelqu'un. C'est un talent. Quand c'est utile, MBS sait utiliser cette autre facette de sa personnalité. Surtout lorsqu'il s'agit de convaincre l'ancien homme d'affaires de sa volonté de réformer son pays. J'étais impressionné. Il est très impressionnant. En premier lieu, il veut entièrement restructurer l'économie saoudienne. En plus, culturellement, il essaie de s'ouvrir à l'Occident, à la modernité. Il a le sens de l'urgence. Ça colle bien avec Trump, un businessman qui dit toujours « Allons-y, maintenant ». MBS était pareil. 2 mois plus tard, Trump accorde son premier voyage à l'étranger, à l'Arabie saoudite. Celui qui vient de déchirer l'accord nucléaire avec l'Iran y est reçu comme un vice-roi. Nous étions dans la voiture qui suivait le président. On les entendait de loin. Quand on est arrivé, ils avaient des épées, il y avait une sorte de champ de guerre. On se serait cru sur le tournage de Laurence d'Arabie. Un jeune homme du même âge qu'MBS concourt à sa lune de miel avec Trump. Le gendre du président, Jared Kushner. Jared s'entend très bien avec MBS. Le courant passe entre eux. MBS est un millénial comme lui, qui comprend la technologie, les médias. Leur proximité n'est pas que générationnelle. Ils ont une même vision de la vie. Kushner est chargé d'un ambitieux plan de paix israélo-arabe qui offrirait enfin un succès diplomatique à son beau-père. Trump ne peut qu'apprécier l'appui enthousiaste que MBS apporte à son gendre. Iconoclaste, le prince se dit même partisan de renforcer les liens avec Israël, longtemps l'ennemi numéro 1 contre l'ennemi commun d'aujourd'hui. Nous avons des différends avec Israël, chacun le sait. Mais nous voyons l'Iran de la même manière. Et l'Iran est la plus grande menace pour l'Arabie saoudite. Ce n'est pas la seule raison. MBS admire l'économie et les prouesses militaires d'Israël. Il aimerait que l'Arabie saoudite devienne comme Israël, économiquement et militairement. Nous en avons parlé. Par exemple, il admire les sociétés de la Silicon Valley, qui sont elles-mêmes très connectées à Israël. Il s'intéresse à ses technologies militaires. Ça ne veut pas dire qu'il approuve la politique israélienne. Je parle seulement du système économique. Le plan de paix de son ami Jared fera long feu. Mais pour MBS, en cet instant, la visite du président américain fait presque figure d'adoubement. Il lui reste à franchir un dernier obstacle. Un mois plus tard, le 20 juin 2017, dans un palais de la Mecque, est filmée cette scène. Malgré les apparences et les marques de respect, son cousin est contraint de lui céder sa place. MBN, il a beaucoup d'appui.
On ne peut pas faire les choses n'importe comment avec quelqu'un de ce rang. Et donc, l'opération, elle va se faire effectivement en cherchant à détruire la réputation d'MBN. On va expliquer en particulier, et il y aura des fuites qui vont être communiquées d'ailleurs aux médias étrangers et reprises par certains médias étrangers, selon lesquelles MBN est accro à des drogues dures, que donc ça le rend incapable de gouverner. MBN ne paraîtra plus en public, sans doute placé en résidence surveillée. L'ambitieux Mohammed Ben Salman est nommé prince héritier. 2 ans après son arrivée sur le devant de la scène, il est parvenu à s'imposer et à faire ses preuves aux yeux de son père. Malade, le roi Salman s'efface et lui laisse la réalité du pouvoir. Il a 32 ans et un royaume entre les mains. Sans tarder, le nouvel homme fort prend plusieurs décisions aussi spectaculaires que symboliques. En quelques mois, il supprime la police des mœurs, la Moutawa, accorde aux femmes le droit de conduire et même de ne pas porter le voile. لها هنا لدينا قصة جدا جميلة أخ يدعم أخته فهو من أحضر هذه السيارة قبل دقائق من دخولنا منتصف. Enfin, il autorise les concerts publics et les cinémas, jusqu'alors interdits. Au pays du wahhabisme, il fait vivre une révolution. من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم. MBS bouscule le puissant establishment religieux, pilier de la monarchie. On s'attendait tous à ce qu'il rencontre une forte opposition. Il somme les religieux de l'approuver, comme ce chef de l'influent courant salafiste, sous peine d'en payer le prix. Ce qu'il a fait, c'est qu'un mois avant la loi autorisant les femmes à conduire, il a envoyé un message puissant aux conservateurs. Il a fait arrêter 70 ou 80 religieux. Je ne tolérerai aucune résistance de votre part. Ça a fonctionné. Ils ont mis leurs protestations en sourdine. Quelques mois plus tard, à l'un de ses interlocuteurs occidentaux, MBS enverra sur WhatsApp cette vidéo d'un concert de rap, en lui écrivant « C'était ça ou les islamistes ». Alors, MBS est-il un progressiste? Le libérateur des femmes? Si MBS est pour les droits des femmes, où est sa femme à lui? Pourquoi se cache-t-elle? Il n'y a aucune photo d'elle. C'est un fantôme. Il ne laisse même pas à sa femme ou à sa sœur le simple droit d'être vue. Chaque fois que j'ai parlé à MBS, j'ai senti que l'idéologie n'était pas importante. La survie, le pouvoir, adopter des mesures pragmatiques permettant la survie de la dynastie, tout cela est le plus important. C'est bien de survie dont il s'agit. En ouvrant son pays, il offre une indispensable bouffée d'oxygène à la jeunesse. Et au monde occidental, il présente un meilleur visage, à un moment où il en a un besoin crucial. En effet, le royaume dont il hérite est au bord du précipice. Les Saouds ont beau être riches comme Crésus, ils ne peuvent plus financer le train de vie du pays.
Leurs 34 millions de sujets ne payent ni impôts, ni eau, ni électricité. 2 tiers d'entre eux sont employés par le gouvernement, souvent à ne rien faire. Or, 80% des revenus du royaume proviennent du pétrole. Son cours s'effondre, divisé par 2 en quelques années. Le pire est à venir. La demande occidentale décroît et dans quelques décennies, les réserves seront épuisées. D'ores et déjà, 12% des habitants vivraient sous le seuil de pauvreté. Vous seriez choqués. Rien qu'à Riyad, oubliez le reste du pays. Nous n'avons pas de ligne de bus. Nous n'avons pas encore de métro. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'égout. L'eau se déverse dans un trou que chacun doit creuser. Chaque mois, quelqu'un vide les eaux usées et les déverse ailleurs. C'est ainsi alors que nous exportons du pétrole depuis 80 ans. MBS épuise ses ministres. Quand je venais pour une réunion le soir, à 7h, 8h, 10h, je traversais le palais et croisais des ministres qui dormaient debout, épuisés d'avoir travaillé jusqu'au milieu de la nuit. Ils prenaient la situation au sérieux et avec poigne. Le mot austérité entre pour la première fois dans le vocabulaire saoudien. Les embauches de fonctionnaires sont stoppées, les subventions réduites et les premiers impôts institués. De simples pis-aller. À long terme, MBS sait qu'il a besoin d'une économie moderne et productive. Et il ne peut y arriver seul. La survie de Mohammed Ben Salman dépend fortement des investissements étrangers pour créer un pays moderne, moins dépendant du pétrole. S'il ne tient pas ses promesses économiques, il perdra toute légitimité en Arabie saoudite. À l'automne 2017, le prince organise à Riyad une fastueuse conférence devant un parterre d'hommes d'affaires occidentaux. Il a besoin de leur argent et de leur savoir-faire pour développer des infrastructures, des entreprises, des emplois. Something of a revolution happening here in Saudi Arabia as the kingdom looks to growth. Please welcome to the stage, ladies and gentlemen, His Royal Highness, Prince Mohammed bin Salman. Son plan s'appelle Vision 2030. 2030, comme la fin prévue de la rampe pétrolière. Your Highness, you have foreigners, foreign businesses watching. What do you need most to make this a reality? كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. فبعد وجود كل هذه الفرص والمقومات وأرض شبه خالية بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة وزون بشكل تقليدي. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد. Pour attirer les investisseurs, il leur propose une série de projets pharaoniques. La plus grande étendue de panneaux solaires au monde. Une cité touristique visant à attirer 2 millions de touristes par an. Une cité industrielle géante. Et Neom, ville du futur sur la mer Rouge, vaste comme 100 fois Paris, peuplée en partie de robots.
أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين، لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية، هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. Mais les investisseurs sont tout sauf des rêveurs. Les dizaines de millions dépensés en grandes conférences ou en films promotionnels les laissent, au mieux, sceptiques. Il était bon, mais quelque peu irréaliste. Les Saoudiens ont tendance à monter des grands événements avec toutes sortes de VIP. Mais, à la fin, il n'en ressort pas grand-chose. La vision 2030, c'est au départ un document rédigé par des cabinets de conseil occidentaux, à la demande d'MBS et du cercle qui l'entoure. Quand on la lit, effectivement, on voit qu'elle sort du cerveau de gens qui connaissent très mal le pays. MBS est fasciné par le management à l'américaine. Il pense que c'est la solution à tous les problèmes du monde. Donc effectivement, il y a une sorte de fascination pour les solutions clés en main que lui apportent les boîtes de conseil occidentales. Et qui, de leur côté, ramassent des millions, des dizaines de millions de dollars en conseil à l'Arabie Saoudite. Et lui boit leurs paroles. Pour financer ses projets économiques, il lui reste la vente du joyau de la couronne, Aramco, la société pétrolière dotée pour l'occasion d'un siège flambant neuf. Sa privatisation partielle pourrait rapporter des centaines de milliards aux caisses du royaume. Mais même cette perspective inspire aux investisseurs une confiance limitée. Comme le constate Bertrand Besancenot, qui a quitté la diplomatie pour conseiller de grandes entreprises. La mise en œuvre, tout le monde en est conscient, prendra du temps. Et on le voit bien. Sur les garanties qui seront données, les choses ne sont pas encore totalement clairement définies. Donc on constate, si vous voulez, qu'aujourd'hui, les milieux d'affaires restent encore largement dans l'expectative. Les Occidentaux veulent du temps. Mais la patience ne fait pas partie des qualités de Mohammed Ben Salman. Ces réformes piétinent, les fonctionnaires traînent les pieds et les caisses de l'État se vident, dramatiquement. Pour les renflouer, MBS a une solution comme il les aime. En octobre 2017, il fait séquestrer dans un palace 380 hommes d'affaires et princes, parmi les plus riches et les plus puissants. Accusés de corruption, ils sont contraints de céder une partie de leur fortune. MBS fait ainsi rentrer 100 milliards de dollars dans ses caisses. Mais cette purge hors norme effraie les investisseurs occidentaux qu'il a besoin de séduire. Ainsi, la longue détention du prince Al-Walid les fait réfléchir. Homme le plus riche du pays, acteur de l'économie mondiale, actionnaire de Disney, Apple ou Twitter, il finit par céder une partie de sa fortune au prince héritier. Le prince Al-Walid avait été un de mes clients dans les années 90. C'était assez choquant parce que c'est un homme d'affaires important. Manifestement, quelque chose était en train de changer. C'était une manière originale de s'attaquer à un problème très sérieux, l'enrichissement des élites. Un jour, quelqu'un m'a dit « il a acheté un yacht ». J'ai répondu « oui, mais le pays peut s'acheter un yacht, pas 50 ». Nous avions trop de centres de pouvoir et chacun coûtait trop cher à la société.
Ali Chiabi fait allusion au yacht que MBS vient juste de s'offrir, pour un demi-milliard, auquel s'ajoute la maison la plus chère du monde et le tableau le plus cher, payé 450 millions de dollars en novembre 2017. Le jeune prince ambitionne de moderniser son pays, mais au service de son pouvoir et sous son contrôle total. Alors qu'il accorde à ses sujets quelques libertés nouvelles, il ne tolère aucune dissidence politique. Cet universitaire sera emprisonné, à l'instar de plusieurs féministes en vue qui réclament plus que le droit de conduire. Le climat politique est très sombre, comme jamais depuis la fondation de l'Arabie saoudite. Nous n'avons jamais eu autant de prisonniers politiques et d'exécutions. Il a arrêté des gens, réduit la liberté d'expression, mais pendant cette période de grands changements, il faut tenir le pays. Il faut pour cela être autoritaire, arriver et dire « je vais faire ça, c'est la loi, c'est comme ça et pas autrement ». Parce que si vous relâchez la pression politique, vous risquez de perdre le contrôle. La meilleure solution, c'est le despotisme éclairé. Mais c'est un art, pas une science exacte. Un art qui peut se révéler un peu brut, lorsqu'au despotisme, aussi éclairé soit-il, se mêle un certain emportement. À l'automne 2017, du jour au lendemain, MBS ordonne un blocus terrestre et aérien contre son voisin, le Qatar. Il lui reproche de soutenir ses ennemis islamistes, les frères musulmans, de dialoguer avec l'Iran, mais aussi de donner la parole sur sa chaîne Al Jazeera à ses opposants, comme ici un certain Jamal Khashoggi. Jamal, let me start with you. You've compared your crown prince to Putin, to Iran's supreme leader. You've said he's creating, quote, an interesting form of dictatorship. How so? I still see him as a reformer, but he is gathering all power within his hand. L'embargo ne faisant pas plier les Qataris, un conseiller de MBS va jusqu'à suggérer de creuser un canal qui changerait cette péninsule en île. Peu après, MBS kidnappe un premier ministre en exercice. Le Libanais Saad Hariri, qui est aussi citoyen saoudien, est convié à un pique-nique dans le désert, arrêté et forcé de démissionner depuis Riyad. MBS lui reproche d'être trop conciliant avec le Hezbollah, bras armé de l'Iran. Face au tollé international, le prince accepte la médiation du président français, protecteur traditionnel du Liban. MBS était mis dans un piège et il fallait bien trouver une porte de sortie. Macron reste 3 heures et là, la rencontre est tendue parce que, je cite, le conseiller ou la conseillère d'Élysée qui m'a appelé dit « Emmanuel Macron a expliqué la rationalité qui devait présider aux relations entre l'Arabie et l'Iran. » Sous-entendu, le comportement actuel de Mohammed bin Salman est irrationnel. Le président Macron a fait valoir que, il était clair que ce n'était l'intérêt de personne que cette affaire s'envenime et qu'elle ternisse l'image de l'Arabie saoudite et du prince lui-même. Le prince finit par relâcher Saad Hariri avec un chèque d'1 milliard de dollars au Liban, en guise de compensation.
Tout le monde fait des erreurs. Si vous ne tentez rien, vous n'obtenez rien. Agir rapidement, faire beaucoup de choses en même temps, peut faire commettre des erreurs. En fin de compte, l'histoire Hariri n'a eu aucun impact. C'était juste une mauvaise pub. Ces erreurs, ces méthodes expéditives pourraient tout de même finir par nuire à ses projets, si cruciaux pour son avenir et celui de son royaume. Alors, au printemps 2018, le prince lance une vaste opération de séduction à destination des Occidentaux. Il ressent le besoin de ça parce que son projet, pour réussir, sa vision 2030, elle a besoin d'un soutien massif des économies étrangères. Il va rencontrer non seulement des hommes d'affaires, mais aussi des leaders d'opinion, mais aussi des élites culturelles, etc. Pour sa promotion, MBS dispose du premier budget de communication au monde, emploie les plus grandes agences de relations publiques, ainsi qu'une armée de lobbyistes. Cela ouvre bien des portes. Sa tournée est digne d'une rockstar. En 3 semaines aux États-Unis, 1 semaine à Londres et 3 jours à Paris, il visite la Silicon Valley, Hollywood, rencontre des évêques et des rabbins, d'anciens présidents américains, visite le Louvre et termine par un gala avec le tout Washington. Son image de jeune prince héritier, qui transforme son pays, qui est ouvert au monde, qui veut être un allié de l'Occident, qui est charismatique, le rendait naturellement attirant. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Il doit son image non seulement à son carnet de chèques. Well, they wrote a speech for me. I'm very glad to be between you and thank you very much. Mais aussi en premier lieu à ses réformes en faveur des femmes. What I represent is the change of this community, that is the integration of the man and the woman. Pour les Occidentaux, la question des femmes n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. En investissant un sujet dont les Saoudiens ont compris qu'il était cher aux Occidentaux, les Saoudiens peuvent imaginer à l'époque que ça fera oublier les arrestations d'opposants. Et en effet, les reportages sur l'Arabie saoudite se sont focalisés sur la question des femmes. La fin de l'interdiction de conduire a fait la une des médias occidentaux. Mohammed Ben Salman a trompé beaucoup de monde et ça a bénéficié à quelques conseillers en relations publiques très malins. Il a été salué comme quelqu'un qui allait réformer son pays. Tout le monde a été pris d'une sorte de fièvre quand il était là. It's called Saudi Arabia's Arab Spring at last. You did have this sit down with MBS. Just tell us about it. All I know is I saw things in Saudi Arabia I've never seen before. Les gens voulaient croire au récit autour de MBS. Cette idée d'un jeune dirigeant ambitieux, ouvert d'esprit dans un pays jusque-là bien loin des valeurs démocratiques occidentales. Il disait tout ce qu'il fallait et donnait l'impression d'aller dans la bonne direction. C'était une belle histoire. Dans ce pays, beaucoup de gens y ont cru. MBS espère que ses projets économiques en bénéficient. Pour l'heure, c'est encore lui qui signe des chèques. 12 milliards d'armes, le prix de sa protection par l'Amérique. That's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, 645.
Quant à la France, dont son pays est le premier acheteur d'armes, il se contente d'un chèque de 600 millions d'euros, assorti d'un bonus. Avec Donald Trump, la France n'est plus sur les radars saoudiens. Alors il y a eu une petite gratification, c'est on a donné à la France un projet culturel sur le site de Al-Hula, un site nabatéen, voilà. Mais on n'est pas allié avec l'Arabie Saoudite depuis 40 ans pour faire du culturel, parce que le culturel en Arabie Saoudite, on sait très bien que c'est peanuts. A few days before I come to France, I was in Texas, meeting with President Bush father and son, and they know that I'm coming to Paris, and we will have a dinner. So they give me barbecue sauce. They say if you don't like the French food, you can use the barbecue sauce. So I will see today. I will use it or not, and I hope that I will not use that sauce. So let's start the dinner. Nous avons échangé des WhatsApp. Il estime qu'il a effectivement une reconnaissance internationale et qui effectivement est claire, qui n'était pas forcément évidente qu'il puisse l'acquérir en si peu de temps. C'est vraiment moi ce qui ressort des échanges que j'ai pu avoir avec le prince. Effectivement, c'est très clair. Comment le prince n'aurait-il pas le sentiment d'avoir le monde à ses pieds et de pouvoir gouverner son royaume à sa guise? Mohammed Ben Salman est entouré d'une équipe de gros bras. En même temps qu'ils exécutent ses basses œuvres, ce sont aussi ses plus proches conseillers. MBS les utilise pour intimider ou réprimer ceux qu'il estime être un danger pour lui. La répression accrue, le doublement des exécutions depuis son arrivée au pouvoir, comme celle de ses adolescents de la minorité chiite, les enlèvements d'opposants à l'étranger, ne suscitent aucune réaction de la part de ses principaux alliés. Il a reçu un blanc-seing. On l'a laissé se sortir sans encombre de toutes sortes de crises nationales, régionales et internationales. Il y a eu une exception, l'Allemagne et le Canada. Ces deux États ont exprimé des critiques mineures à propos de la répression. Eh bien, Mohammed Ben Salman les a immédiatement punis. Il a expulsé l'ambassadeur du Canada. Ce genre de comportement a intimidé les autres gouvernements occidentaux. Bien sûr, des voix s'élèvent. Giving women more rights, right of people for happiness and entertainment, fighting corruption, it is also good. But he is also maintaining the old ways of repressive system. Actually, he's expanding at that, and he's totally, he doesn't need it. There is no opposition to him. I just don't understand. Jamal Khashoggi est un ancien proche des Saouds, devenu par la suite opposant. Un renégat donc aux yeux de MBS, doublé d'un traître car lié aux frères musulmans et au Qatar. Depuis quelques mois, il pousse le défi jusqu'à écrire des éditoriaux dans le Washington Post. Jamal Khashoggi en savait beaucoup. Il pouvait contredire le récit de Mohammed Ben Salman à Washington. Les Saoudiens sont réduits au silence. Les choses ne sont pas transparentes et ce n'est pas un bon environnement pour les réformes en Arabie Saoudite. Le fait que Khashoggi ait choisi Washington pour écrire ses articles a contrarié Mohammed Ben Salman, qui dépensait dans le même temps des millions de dollars en lobby et en think tank dans le but d'améliorer son image à Washington. Tout s'achète. Khashoggi se voit proposer un poste de conseiller du prince. Il refuse. Le 2 octobre 2018, un proche de MBS lui assure qu'il ne risque rien à se rendre au consulat saoudien d'Istanbul
où il doit signer des documents pour son prochain mariage. Venu de Riyad, une équipe de tueurs, parmi lesquels le garde du corps personnel de MBS, le met à mort, puis démembre son corps pour le faire disparaître. Utiliser un consulat dans un pays étranger, c'est tellement risqué, tellement fou, que j'ai d'abord été stupéfait. Ensuite, il y a eu beaucoup de chagrin au journal. Certains ici étaient ses amis et travaillaient avec lui. Jamal, que Dieu le bénisse, était un journaliste, mais avec des opinions politiques tranchées. Dans le contexte des relations entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar, nous utilisons leurs dissidents. Ils utilisent les nôtres. Là, nos services de sécurité ont surréagi. C'était de l'incompétence. Ça s'est révélé un désastre, à tous les niveaux. Ces choses-là arrivent, malheureusement. Le véritable tournant est intervenu quelques semaines après, lorsque nous avons été les premiers à révéler le rapport de la CIA. En se fondant sur leurs sources, leurs experts et des écoutes, les services de renseignement estimaient avec quasi-certitude que Mohammed Ben Salman avait dirigé l'opération. Ce meurtre sidère la planète et suscite un scandale mondial. Un autre dirigeant que lui n'en sortirait pas indemne. Deux semaines plus tard, aux côtés de son père, qui lui manifeste ainsi sa confiance, MBS présente ses condoléances au fils du défunt et le dédommage chèrement. Le prince annonce pour toute réponse la mise en accusation d'éléments incontrôlés. هو حادث بشع غير مبرر تماما. هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا. أريد أن أرسل لهم رسالة من هذا المنبر. لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية. ابغى اختم فقط في حاجه انه دوله الرئيس سعد جالس يومين في السعوديه فارجو ما تطلع اشاعات انه مخطوف. في كامل حريتي. Sur la scène de son forum économique annuel, si MBS plaisante d'aussi bon cœur, c'est parce qu'il se sait soutenu par son protecteur, l'Amérique de Trump. Pour en être bien sûr, il a su faire passer quelques messages. Dans un SMS, après le meurtre de Jamal, MBS m'a écrit qu'il était tellement déçu de la façon dont l'Occident le blâmait qu'il pourrait chercher d'autres alliés et amis, plus à l'Est, c'est-à-dire en Chine et en Russie. Il vous a dit ça? Oui. De toute évidence, ce message n'était pas destiné qu'à moi. Il souhaitait que je fasse savoir qu'il réfléchissait à d'autres options. Au G20, la réunion des grands de ce monde qui se tient le mois suivant, MBS joint les actes au SMS. Ostensiblement. Les Occidentaux ne peuvent se permettre de perdre cet allié difficile. Et il a fait passer un second message. Franchement, la stabilité de l'Arabie Saoudite et de son gouvernement est 100 fois plus importante que ce problème. C'est une tragédie comme il en arrive tous les jours et partout. La stabilité du pays est bien plus importante.
Ce qu'il fait comprendre, c'est que s'il échoue à réformer son pays, ce pourrait être le chaos dans une région déjà instable. Ces messages sont bien reçus. La condamnation de ses alliés est minimale et sa responsabilité personnelle dans l'affaire Khashoggi, jamais officiellement mise en cause. J'ai vu et j'ai entendu les accusations et ça m'a choqué. Bien que je le connaisse mal, ça ne ressemblait pas à l'homme que j'avais rencontré. Mais le département d'État et d'autres ont dit « Nous avons reçu des rapports, nous nous alignons sur ce que les Saoudiens nous disent ». J'ai posé la question à Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, j'ai une attente exigeante à l'égard de Mohammed bin Salman. Ça, c'était 3 mois après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Attente exigeante, cela étant, la réelle politique depuis a fait son œuvre et la France, tôt ou tard, enverra son ministre des Affaires étrangères à Riyad parce qu'il y a la réalité de la diplomatie économique. Les Occidentaux sont contraints de traiter avec ce prince imprévisible. La réelle politique est à ce prix. Mais Mohammed Ben Salman est aussi le reflet de leur propre faiblesse, de leur vénalité, de leur perte d'influence dans le monde. Et lui, combien de temps ce prince funambule tiendra-t-il? Pour survivre, il est condamné à réussir. Mais dans son royaume, les nombreux ennemis qu'il a suscités, princes, opposants ou islamistes, attendent leur heure. À l'extérieur aussi, en septembre 2019, le rival iranien a frappé au cœur de sa richesse, le pétrole, sans que son armement chèrement acquis ne le protège. Face à l'Iran, les Saouds sont plus seuls que jamais, toujours plus embourbés au Yémen, incapables de faire reculer leur grand ennemi régional. C'est tout le paradoxe de ce jeune prince aux 2 visages. Il attire sur son sol des missiles, aussi bien que des stars de la musique. Il veut incarner la modernité, mais doit vivre cloîtré, comme un despote des temps anciens. Il est inquiet pour sa sécurité. Quelqu'un comme lui est susceptible de faire l'objet de tentatives d'assassinat. Son système de protection est très élaboré. Il a même des goûteurs à son service. Sa nourriture est cuite, recuite et recuite une 3e fois. Sa sécurité est solide. À moins d'un assassinat ou d'une intervention divine, il sera le prochain roi et il régnera pendant très longtemps. À la mort de son père, sans doute sera-t-il roi, devenant alors, peut-être pour plusieurs décennies, une figure familière de notre monde. النشاطات داخل المملكة العربية السعودية هناك قفزات فلكية في ال3 سنوات الماضية وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي، مصاف العالم.